Je vous remercie, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler effectivement de la résistance de Marc Bloch et je vais commencer par un article, un texte que vous connaissez très bien, de L'étrange des fêtes, qui est un des tout derniers textes, une des toutes dernières lignes de L'étrange des fêtes, que l'on cite souvent pour la dernière partie. Comme vous voyez, je souhaite en tout cas que nous ayons encore du sang à verser, même si cela doit être celui d'êtres qui me sont chers. Je ne parle pas du mien, auquel je n'attache pas tant de prix. Et ce passage est extrêmement connu. Et je voudrais partir de ça pour revenir aussi sur le début en fait, de ce texte, puisque le début, on le cite beaucoup moins, mais il dit aussi beaucoup de choses. Ce dernier passage sur le sacrifice semble évidemment annoncer le destin de Marc Bloch. On connaît la fin de l'histoire. Il est assassiné, il est arrêté le 8 mars 1944. À Lyon, il est assassiné donc le 16 juin 1944. On connaît la fin de l'histoire et cette fin de l'histoire le présente un peu comme le héros type, l'image type du héros résistant. Et en fait, en relisant aussi, en s'attachant à la méthode de Marc Bloch, il faut aussi tout lire. Et le début est aussi très intéressant de ce passage parce que finalement, il nous invite à ce que disait de faire Marc Bloch. Je le cite, c'est dans Apologie pour l'histoire qu'il écrit également sous l'occupation, comme L'étrange des fêtes. La démarche naturelle de toute recherche est d'aller du mieux ou du moins mal connu au plus obscur, et cette démarche-là invite justement à lire les parcours à rebours des évidences. Et là, l'évidence, c'est le sacrifice, mais je vais essayer de vous proposer de revenir un petit peu à cette difficulté qu'il dit déjà d'emblée en 1940, à l'été 1940, de faire ce choix dans la résistance. Effectivement, cette limpidité du destin qui est annoncée ne correspond pas à la réalité. Et il le dit de lui-même. Il parle ici de l'incertitude des temps et de l'imprévisibilité de son destin, de sa trajectoire de vie du vieil historien. Il le dit, que faut-il faire ? Ces images, un vieil historien roule ces images dans sa tête, il ne sait pas en fait quel sera ce destin, il ne sait pas quel sera son choix, ce qu'il faudra faire. Et c'est à cela que je voudrais vous inviter à réfléchir, c'est-à-dire réfléchir en fait par le dedans finalement à son engagement dans la résistance qui renvoie finalement à quelque chose qui concerne l'ensemble des résistants, c'est-à-dire la difficulté, l'idée du tâtonnement, de l'entrée en résistance, la difficulté finalement à faire un choix qui n'est pas aussi évident que cela. Les résistants de 1940 sont très peu nombreux finalement, et il y a des résistants de 41, 42, 43 dont fait partie Marc Bloch. Alors, je voudrais axer mon propos sur deux aspects, deux enjeux. D'une part, revenir sur trois choses. La singularité de son engagement, mais aussi le caractère ordinaire de son engagement dans la résistance, évidemment, j'entends, et enfin le caractère exceptionnel de cet engagement dans la résistance. Ces trois adjectifs me semblent bien correspondre à ce qui caractérise l'engagement dans la résistance de Marc Bloch. Et puis, deuxième enjeu, revenir sur quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur, à savoir en quoi l'engagement de la résistance traduit finalement son interrogation sur le rôle et l'utilité sociale de l'historien, qui le marquait beaucoup et qu'il avance beaucoup, et sur finalement la place de l'historien dans la cité. Alors, trois parties rapidement. Une première partie sur l'historien dans la cité et la question de son utilité sociale. Une seconde partie sur penser pour agir, la nécessité de penser avant d'agir, et Marc Bloch est à la fois un penseur et un acteur de la résistance. Et enfin, je reviendrai sur la question de l'action clandestine. Donc, en première partie, je fais un plan très classique. Donc, en première partie, je voudrais vous rappeler sur l'historien dans la cité. Marc Bloch est mobilisé, ça a été déjà dit plusieurs fois, mobilisé volontaire comme capitaine donc, à la déclaration de guerre de 1939. Et très rapidement, dans sa correspondance, pendant la drôle de guerre, pendant ce temps de l'attente et d'attente face à l'ennemi, il s'interroge beaucoup sur l'utilité sociale de son métier. Je cite une phrase qu'il dit à Lucien Febvre, qu'il écrit à Lucien Febvre. Il dit « Être enragé d'être si mal employé quand je pense à tout ce qu'un homme habitué à manier les témoignages pourrait donner dans un deuxième bureau, à tout ce qu'un homme d'esprit à peu près clair pourrait donner dans un quatrième bureau. » Et alors c'est très intéressant parce que le deuxième bureau, ce sont les activités de renseignement, et le quatrième bureau, requiert des qualités d'organisateur, et on verra qu'il en a été un dans la résistance. Marc Bloch, démobilisé donc le 11 juillet 1940, rejoint
lentement, tranquillement, par tâtonnement en fait, rejoint dans les environs de la fin 1942, début 1943, les rangs de la résistance. Et on peut s'interroger aussi sur cet historien dans la cité et sur ce que devient son savoir d'historien au service, ce que deviennent ses compétences intellectuelles au service finalement de l'organisation de la résistance. Petit rappel, et c'est important, la résistance, ce n'est pas un engagement ordinaire, ce n'est pas une lutte ordinaire, et c'est une guerre asymétrique, et c'est une guerre non conventionnelle. Et je crois que c'est très important de retenir la chose suivante, que le combat clandestin oblige systématiquement à l'invention, rebat les cartes des luttes ordinaires. Et Marc Bloch, qui choisit la résistance, partage la même expérience clandestine que ceux et celles qui choisissent l'action de résistance, et il partage aussi cette question du cheminement, parfois incertain, parfois hasardeux, de ces tâtonnements progressifs pour tenter petit à petit d'entrer, comme on dit, d'entrer dans la résistance. Mais on n'entre pas dans la résistance comme ça du jour au lendemain, c'est un processus. Et autre chose qui est aussi très importante, Marc Bloch ne découvre pas la clandestinité en 1942-43, puisque vous savez qu'exposé aux mesures anti-juives, il connaît déjà les affres de la clandestinité et de la vie cachée, secrète, déjà dès 1940-41. Alors, pour reconstituer cette résistance de Marc Bloch, cette plongée progressive dans la clandestinité, on ne peut le faire que par bribes. Cependant, les documents existent et Marc Bloch n'a pas, enfin les sources existent, elles ne sont pas totalement inexistantes. Il n'existe pas d'écrit réflexif de Marc Bloch et pour cause sur son expérience de la résistance, il n'a pas témoigné, mais les traces sont disséminées mais existantes. Par exemple, il a beaucoup écrit, notamment dans les cahiers politiques, dont je vous ai mis un petit exemplaire tout à l'heure dans la page au début de mon diaporama. Il écrit beaucoup donc, pour le Comité général des études. Il crée la Revue Libre, qui était la revue intellectuelle du mouvement franc-tireur. Donc il y a vraiment une activité clandestine et des écrits clandestins. Et puis on peut retrouver la trace de son engagement dans l'implacable traque de la répression. On peut retrouver la trace avec les mots codés, avec des codes et des masques, évidemment, il faut lire entre les lignes, dans sa correspondance. Donc il n'y a pas... Voilà, il existe des sources pour essayer de tenter de comprendre, plus, j'en parlerai également, des témoignages donc, d'après-guerre. Alors, ce qui engage évidemment dans un deuxième temps donc cette résistance, il faut d'abord, ce que fait Marc Bloch, avant d'entrer pleinement dans la résistance, en 1942-43, il tente, dans un deuxième temps, donc c'est la deuxième partie de mon exposé, il s'engage dans une réflexion et entre 1940 et 1942, on peut penser on peut affirmer même que son attitude relève plutôt d'une géographie du repli, une géographie précaire du repli et du refuge, donc entre l'été 1940 et l'année 1942, à Guéret, à Fougères, à Montpellier, à Clermont-Ferrand. Et dans cette géographie du repli et du refuge, il s'attache à renouer avec une activité intellectuelle et avec une forme de normalité, si j'ose dire, même bien que persécutée. Cette activité intellectuelle se traduit notamment par ce qu'il écrit en 1940-1941, à savoir, d'une part, L'étrange défaite, qui s'appellera comme ça à partir de 1946, ça ne s'appelait pas comme ça pendant l'occupation, et d'autre part donc la rédaction de Apologie pour l'histoire, donc 2 ouvrages qu'il écrit pendant l'occupation, en 40, 41, 42. Et dans cette période-là, de non-action, en tout cas de non-engagement réel, c'est pourtant cette période qui incite vers la voie, qui est une voie vers l'action, notamment par l'examen de conscience et par la nécessité de penser la défaite pour mieux la surmonter. Il utilise, j'insiste pas, mais je pense que d'autres pourront en parler, il utilise les outils qu'il a forgés en tant qu'historien, les outils donc de la psychologie sociale, de l'histoire des mentalités et des représentations, pour penser l'événement des faits et pour notamment en critiquer les habitudes de pensée qui ont empêché les aveuglements, qui ont empêché de penser l'imprévisibilité des temps, et en particulier la défaite de 1940.
Cette nécessité de penser se traduit ensuite progressivement, et ce sera mon troisième point, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'essaye d'aller assez vite. Cette nécessité... Ça va. 5 minutes, oui, ça va vite. Donc cette nécessité de penser se traduit petit à petit par l'engagement, l'entrée dans l'action clandestine proprement dite. Marc Bloch est vraiment l'archétype de l'accord profond entre l'analyse et l'action, et je dirais même qu'il représente ce que l'historien François Marcot a défini il est à équidistance entre ce qu'on pourrait appeler le principe d'intentionnalité, l'intention d'agir, et le principe de fonctionnalité, c'est-à-dire l'utilisation de ses compétences au service de la résistance. Il met ses compétences au service de la résistance et cela rejoint sa volonté, son intention originelle de s'engager dans la résistance. Le point de bascule est difficile à saisir et à dater. On le dirait donc plutôt, enfin on le situe à peu près autour de 1942-1943. C'est à Montpellier notamment et à Clermont-Ferrand, en particulier à Clermont-Ferrand, qui, par l'intermédiaire du médecin qui a enseigné d'ailleurs, qui est originaire de Strasbourg, le médecin Robert Weitz, qui sera ensuite d'ailleurs déporté à Auschwitz, qu'il prend contact petit à petit avec le mouvement franc-tireur par l'intermédiaire d'un tout jeune militant qui est Maurice Pessis. Autour de début de 1943, sa géographie du repli se transforme en véritable géographie du combat, centrée sur Lyon. Et il en devient, donc jusqu'à son assassinat, donc en juin 1944. Simple recrue de Maurice Pessis, vraiment à la base, comme toute recrue de la résistance, il gravit progressivement les échelons, très rapidement même les échelons, non seulement du mouvement franc-tireur, il était responsable de la diffusion de la presse clandestine, il en devient très vite le représentant de franc-tireurs du mouvement au sein donc du directoire, qu'on appelle un directoire, des mouvements unis de la résistance, donc les MUR, d'une part, et rapidement, très rapidement, au cours de la fin 1943 et en janvier 1944, il en devient même, par intérim, le chef régional donc, des mouvements unis de la résistance. Donc, il fait l'intérim du responsable de l'époque, qui est Alban Vistel qui est malade, qui se cache dans le Vercors quelques semaines, et pendant cette convalescence secrète, clandestine d'Alban Vistel, Marc Bloch donc le remplace et devient le fameux Narbonne à ce moment-là de la clandestinité, de la résistance. J'insiste sur le fait qu'il en devient un des responsables, le responsable majeur donc au cours de cette semaine de janvier-février 1944, et que cette responsabilité très forte de la grande région qui correspond en gros à la région Rhône-Alpes-Auvergne aujourd'hui, la grande région R1 de la résistance, eh bien, suppose de sa part des risques considérables, des contacts intenses et des déplacements. Et donc forcément une conscience aiguë du risque qu'il prend, une exposition maximale aux risques et des risques forcément démesurés. De cette vie intense de Marc Bloch en janvier-février 1944, on ne connaît que très peu de documents. On peut lire des choses essentiellement dans les archives nationales, aux archives nationales, notamment dans les papiers d'Alban Vistel. Je vous le mets ici. Je vais très vite. Voilà, les papiers donc d'Alban Vistel qu'il a déposés aux archives nationales, Alban Vistel. Et dans ces papiers, on trouve ce petit billet de Marc Bloch écrit à la main, à l'encre bleue, sur un petit carnet, vraiment tout petit carnet détaché. Et il écrit ceci donc à Alban Vistel, donc Alban, qui est son surnom, François également, son pseudonyme. Et il écrit ce petit billet extrêmement sensible, extrêmement délicat, même je dirais, mais très furtif, très bref, qui est un témoignage réel de sa clandestinité et des responsabilités donc, qui sont les siennes. Au-delà de ce petit billet de Marc Bloch, rien ne transparaît évidemment de son action, si ce n'est, enfin rien du tout, même par exemple, vous pouvez en voir l'exemple ici dans ce qu'écrit Léon Werth, quelques moments, justement, 3 jours après que Marc Bloch ait écrit ce petit billet à Alban Vistel, parlant de sa résistance. Il écrit ici donc qu'il est Léon Werth, donc lui-même juif réprouvé par le gouvernement de Vichy. Il écrit dans son journal juste ce petit témoignage expliquant que Marc Bloch donc, est invité chez les Fèvres à Paris et qu'il
et qu'il parle de choses très banales, enfin voilà, qui n'ont strictement rien à voir évidemment avec la clandestinité. Donc, vous voyez bien qu'ici, la résistance renverse pour Marc Bloch complètement, ou en tout cas en partie, les hiérarchies, puisqu'il est totalement inconnu, ou en tout cas, il n'est pas complètement inconnu dans la résistance, mais en tout cas, elle invisibilise d'une certaine manière une notoriété qui s'efface derrière le secret à préserver et l'identité du clandestin, puisque là, on sent bien que Léon Werth ignore tout de sa clandestinité. Pour conclure rapidement, Marc Bloch, en fait, est arrêté, comme vous le savez, le 8 mars 1944 à Lyon. Il est interné donc à la prison de Montluc, à l'école de santé militaire, puis à la prison de Montluc. Et Marc Bloch subit des tortures, que vous le savez également. Je renvoie à ce sujet à l'analyse qu'en fait Sébastien Albertelli, qui qualifie très justement à propos de l'interrogatoire que subit Marc Bloch et à propos des informations qu'il livre aux Allemands. Il parle de stratégie de survie, et je trouve ça très juste, plutôt que d'utiliser un vocabulaire un peu du jugement de valeur. Parler, ne pas parler, dire, ne pas dire, trahir, dénoncer. Je trouve que ce vocabulaire n'est pas adapté, à mon sens. Mais au contraire, je pense qu'il faut dépasser un peu ce vocabulaire-là. Et j'aime beaucoup l'expression de Sébastien Albertelli qui parle de stratégie de survie. Marc Bloch ne dit pas pas grand-chose de plus que ce que ne savent les Allemands, d'une part. Et puis, cette stratégie de survie, c'est la sienne, mais c'est aussi la stratégie de survie de son groupe, la stratégie de survie de ses camarades. Et par exemple, Alban Vistel, qui est le responsable de la région R1, n'est absolument pas inquiété. Donc je renvoie aussi à ce sujet, sur cette question, et sans faire forcément une pirouette, mais à cette très belle phrase de Marc Bloch qui dit que l'historien n'est pas là pour juger, mais pour comprendre. Le massacre de Marc Bloch en 1944, le 16 juin 1944, relève d'une politique plus large des nazis, des Allemands, d'un contexte de radicalisation, et il est exécuté donc sommairement avec 29 autres personnes à Saint-Didier-de-Formans. Pour conclure sur cet engagement de Marc Bloch dans la résistance, je dirais qu'il est à la fois singulier, ordinaire, exceptionnel. Il est singulier parce que si l'on se place du point de vue du statut social de Marc Bloch, même si ça n'est pas forcément exceptionnel d'avoir des professeurs d'université dans la résistance, il reste tout de même assez singulier. Si l'on se place du point de vue de la clandestinité, de l'expérience de la clandestinité, le parcours clandestin de Marc Bloch est en bonne partie, je dirais, ordinaire, puisqu'il a été obligé, finalement, par tâtonnement, progressivement, de cheminer, puisqu'il en a partagé la vulnérabilité, puisqu'il en a partagé également, comme la plupart des résistants, comme l'essentiel des résistants, il en a partagé aussi la pleine conscience du risque, et un rapport à la mort très singulier aussi, mais ordinaire pour l'ensemble des résistants, qui est très différent de celui, finalement, de la Grande Guerre. C'est donc un parcours ordinaire, mais aussi, et si l'on se place du point de vue de son rapport à la résistance et de son apport à la résistance, tant sur le plan intellectuel qu'organisationnel, son parcours est exceptionnel. C'est un historien en résistance par les écrits clandestins, mais c'est aussi un historien dans la résistance qui a mis ses compétences intellectuelles au service de l'organisation et du développement de la lutte clandestine. En ce sens, il incarne par son engagement, le sacrifice et par le sacrifice consenti, l'idée profonde finalement de ce que peuvent être la présence, la voix et l'action d'un historien dans la cité. Je vous remercie.